Bienvenue sur Mag, aujourd'hui on est avec Momoko Seto, réalisatrice de Planète, que j'ai eu la chance de voir au Festival d'Annecy et qui était également présentée en clôture de la Semaine de la Critique à Cannes, où je l'avais manqué. Comment ça va Momoko? Très bien. Ça va? Ouais. Eh ben écoute, on va parler de ton film qui m'a bien marqué. Alors on suit des akènes de pissenlit, donc des akènes c'est des petites parties du pissenlit qui vont s'envoler, suite à une scène introductive un peu de fin du monde, qui montre d'ailleurs que c'est pas très optimiste comme cadre. Je voudrais qu'on revienne sur déjà ce projet qui est un peu particulier de pissenlits qui vont, entre guillemets, coloniser des planètes. Comment ça t'est venu cette idée? Alors, je voulais écrire un film d'action avec des végétaux. Ok. Et les végétaux sont a priori un peu immobiles. Et du coup, donc c'est un peu compliqué d'écrire quelque chose où il se passe beaucoup de choses, où ils rencontrent beaucoup d'animaux. Et la graine, c'est la forme la plus mobile des végétaux. Donc, et en plus, toutes les graines vivent un peu une aventure incroyable. Il doit se faire attraper sur une poêle de chien ou manger par un oiseau et déféquer plus loin ou être emporté par les torrents. Donc il faut qu'il bouge pour trouver un sol. Et donc je me dis ce qui serait chouette au cinéma, c'est d'être graine et se faire emporter par vent, par eau, comme ça, dans des différents écosystèmes. Donc c'est comme ça que c'est devenu l'idée. Moi, je dois dire que ça m'a un petit peu amusé. Je me suis dit, c'est la vie d'un pissenlit, c'est pas si facile, parce que évidemment, il leur arrive pas mal de misère. Je voudrais revenir également sur le style graphique qui est adopté. Donc, il y a une partie en stop motion pour montrer un petit peu les plans de vivre, etc. Et je voulais que tu expliques un petit peu comment tu as procédé, parce qu'on voit autant du minéral que du vivant, que de l'espace, donc il y a une composition qui va marier un peu plein de techniques différentes, et c'est quelque chose de très original. Merci. Alors c'est pas du stop motion. Ah, flûte. Alors les plantes qu'on voit se développer, c'est du time-lapse. Ah Donc, oui, 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 voilà. oui. On prend des photos à un intervalle de données, Ouais. tous les 5 minutes, tous les 10 minutes, et on filme la croissance. Donc c'est des photos, des successions de photos. C'est une grande partie dans le film. Après, on a filmé aussi des grands décors du monde gelé en Islande en drone. Donc tout ce qui est iceberg, les glaciers, les montagnes congelées, le torrent avec des rochers volcaniques, tout ça c'est filmé en Islande. Voilà, en 25 images secondes en drone. Les photos, il n'y a pas de cadence, voilà. C'est des 2000 photos, 3000 photos pour une prise. Après, on utilisait une caméra en slow motion, caméra fantôme, pour ralentir tous les mouvements des insectes ou des animaux qui bougent très vite. On a beaucoup utilisé aussi des optiques macro, des périscopes pour filmer dans l'eau les têtards, les anémones de mer qui ont été cherchés par des plongeurs dans l'océan à côté de Roscoff. Voilà, on a utilisé toutes sortes de techniques. On a créé un robot, un bras robot aussi pour filmer en time-lapse, mais à l'intérieur d'une maquette de plantes pour faire un mouvement organique comme si on s'envolait avec les graines. Donc il ne fallait pas un mouvement rectiligne, mais voilà, une sorte de zigzag qu'on pouvait faire juste avec le robot. Voilà, qu'est-ce qu'on a utilisé d'autres techniques? Après, une fois que par exemple on a pris des photos, après on les a plaquées, ça s'appelle de Camap, sur un modèle 3D. Donc ce qu'on voit c'est de la photo, mais on peut faire bouger un tout petit peu comme ça, on peut créer des relatifs. Donc on a fait toutes sortes de techniques, et tous les images c'est des rassemblements de toutes ces images. La composition et de toutes Voilà. ces techniques différentes. Exactement. Et c'est assez amusant parce que la scène introductive, elle fait vraiment SF, elle fait très science-fiction, parce qu'il y a ce côté... alors j'avais lu comme ça que certains rapprochaient ça de Star Wars, et c'est pas faux, parce que moi ça m'a fait tout de suite penser, lors de l'introduction, quand il y a les pissenlits qui s'envolent, et certains s'enflamment et ils retombent comme si c'était des vaisseaux spatiaux. Ouais. Est-ce qu'on peut dire finalement que c'est un petit peu l'odyssée d'un pissenlit, ton film? Alors le titre anglais c'est The Dandelion's Odyssey. Ah bon, c'est un hasard, je ne savais pas. Bah voilà, écoute, on en apprend tous les jours. Alors c'est aussi intéressant parce que moi j'ai l'impression que notre époque, elle baigne dans la science-fiction. On a à peu près le même âge aussi, et nous, la science-fiction, c'est quelque chose qui a baigné aussi notre enfance, et maintenant on voit qu'il y en a absolument partout. Et moi, ce qui m'intéresse dans ton film, c'est aussi le fait qu'on a souvent tendance à regarder vers les étoiles, vers le ciel, et toi tu adoptes une démarche qui est peut-être un peu différente. Alors oui, évidemment l'idée qu'on aille dans l'espace,
Mais il y a surtout l'idée de se dire que la vie qui est sur notre Terre, qu'il s'agisse des batraciens, etc., des grenouilles, il y a plein de formes, le blob, etc., qui sont fascinantes, bah, elle est finalement tout autant, c'est une galaxie en soi. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais vraiment envie de mettre en avant, c'est-à-dire le vivant à un niveau micro et en l'élevant un peu de manière macro? Bien sûr, merci. C'est très intéressant parce que ça me rappelle ce que disait Bruno Latour quand il disait mais le futur n'est pas dans l'avenir, dans Mars, comme certains qui veulent aller habiter là-bas, c'est une planète morte, presque. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vivant. L'atmosphère ne change pas. La Terre, c'est une planète vivante. Et en fait, dans les années 70, 60, on a eu cette envie d'aller ailleurs. Voilà, Star Wars, on va ailleurs, conquérir Mars. Donc il y avait toute cette envie d'ailleurs, mais aujourd'hui on se rend compte que il ne faut pas aller ailleurs, c'est ici qui se passe. Donc il ne faut pas regarder le ciel, mais regarder la terre. Il faut vraiment inverser le regard. Et ça, Frédéric Aitchouati, qui est une chercheuse au CNRS, historienne de sciences, elle dit très bien. Elle dit qu'il faut presque changer la représentation de la terre pour ne pas que ça soit une boule qu'on écrase, mais peut-être l'inverser. Parce que toute la vie, ce qui contient de la vie dans la zone critique, de cette très fine superficie de la Terre où il y a tous les vivants, et ben en fait c'est ça qu'il faut voir. Donc il faut l'inverser presque le regard, la représentation de la Terre. Et moi ce que j'aime bien aussi, l'idée c'est que voilà, depuis la nuit des temps, regarder l'espace, le ciel pour prédire l'avenir. Par exemple les constellations et tout. Mais en fait tout ce qu'on voit du ciel c'est le passé. C'est-à-dire que les lumières qu'on voit de la Terre, il n'existe plus. Bah oui. C'est les lumières de passé qu'on est en train de voir. Donc le futur n'est pas dans le ciel, mais c'est par terre, dans le sol. Et donc moi, ce que je voulais avec ce film, c'est redonner fascination de ce qui se passe sous la terre. Voilà, c'est là qu'il se passe des choses extraordinaires. Et c'est là qu'il y a des science-fiction, parce qu'on ne les connaît pas en fait. Et il y a tout à découvrir avec des nouveaux optiques, avec des nouvelles façons de raconter une histoire. Mais que la science-fiction, elle est plus en haut, elle est ici. Et je pense que c'est pas juste un changement de regard dans la fiction, dans la science-fiction, mais c'est aussi un changement de regard dans le monde contemporain, avec cette problématique écologique qu'on nous faisons face. Il ne s'agit pas de jeter la terre et aller essayer de trouver une autre... Mars. Voilà, non, c'est pas du jetable. Il se passe là et ailleurs que là, c'est pas possible. Donc il faut tenir compte de ça, il faut réémerveiller la terre. C'est vrai que c'est intéressant parce que le capitalisme, il est même projeté à une logique planétaire. Il s'agit effectivement de détruire la Terre et d'aller ailleurs, jusqu'à aller sur une prochaine planète. C'est amusant aussi parce qu'il n'y a pas très longtemps, je lisais un article du Monde qui m'a un peu fasciné, qui était beau et en même temps un peu naïf, parce qu'ils évoquaient le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à refaire des mares chez eux. Et ils sont fascinés par l'idée des mares, parce qu'ils réalisent qu'en mettant une mare dans son jardin, on va avoir tout un écosystème qui va être présent, qui va réapparaître et qu'on n'imaginait même plus. Et je pense que dans ton film, il y a aussi l'idée de se reconnecter au vivant, hein, quelque chose qui est qu'on n'est plus trop capable de faire aujourd'hui. Combien de personnes finalement ne vont plus du tout comprendre dans quel environnement ils évoluent, parce qu'on est dans une modernité déconnectée finalement du vivant. Et c'est exactement ça, c'est tout l'opposé qu'il faut faire, c'est-à-dire que moi, je suis persuadée que c'est pas en s'isolant l'humain qu'on va trouver une solution. C'est justement en se rendre compte que nous, on fait partie de tous ces vivants. On fait partie non seulement des plantes, mais des animaux, mais aussi des choses qui ne sont pas forcément en vie, par exemple le sol, l'air, la lumière, on fait partie de tout ça. Et donc je pense qu'il y a eu trop de temps où l'humanocentrisme était trop forte, en disant la nature c'est des ressources à puiser dedans, comme si tout était pour nous. En fait, non, on fait partie d'eux. Et quand on a créé le scénario, avec Alain Léra, mon co-scénariste, il était très important qu'on parle d'un vivre ensemble, d'un écosystème. Et on ne parle pas juste d'un tétard, on ne parle pas juste de pissenlit, on ne parle pas juste d'une montre religieuse, mais on parle d'un ensemble. Et en fait, cet ensemble-là, même quand on la fabrique, elle est fascinante parce que quand on mettait la couleur du ciel en compositing, je me demandais mais quelle est la couleur du ciel de cette planète. Et en fait, par exemple, quand on regarde sur Mars, le ciel est un peu rougeâtre
Pourquoi? Parce que la majorité de l'atmosphère, c'est du CO2. Mhm. D'ailleurs, c'est rouge parce qu'il y a de la poussière. Et un astrophysicien m'a dit, mais le soir, ça peut être un peu vert. Ok. Parce que c'est pas la même composition chimique dans l'air. Et sur Terre, pourquoi on est un peu bleu? Parce qu'il y a de l'oxygène qui est sorti. Pourquoi il y a de l'oxygène? Parce qu'il y a des plantes. Donc si la Terre, quand il n'y avait pas de plantes, bah, c'était pas la même couleur du ciel. Mhm. Et dans mon film, il y a un moment, donc, ils arrivent dans cette nouvelle Terre. Et tout d'un coup, à partir de l'île Patate, les petites plantes qui commencent à pousser. Et ben là, on change de l'atmosphère parce qu'on a une sécrétion d'oxygène. Mhm. Et donc, je peux mettre un peu de bleu. Donc, on a teinté les couleurs aussi en fonction de présence des vivants parce que c'est pas la même couleur qui y aura là. Tout un travail sur la colorimétrie, du coup, qui a été important. Exactement, du ciel, parce que c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qui est fondamentale en fait. Non, c'est vrai, effectivement. Et il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est que, bon, finalement, là, on va braquer la caméra. Moi, ça m'a un peu rappelé, d'ailleurs, quand j'étais petit, j'avais vu Microcosmos qui m'avait fasciné. Oui. Je pense qu'il y a toute une génération qui a été fascinée par ce film. Il y a l'idée de montrer que, je sais pas, moi, ma génération, souvent, on se posait pas trop de questions quand on arrachait une branche d'arbre ou truc, on se posait pas trop la question de si c'était vivant ou pas, et il y a de plus en plus d'études scientifiques où voilà, on va avoir un livre qui sort, on va nous montrer que bah, voilà, les arbres, les plantes, elles communiquent entre elles, etc. Et ça, on le voit très bien dans ton film, c'est la respiration. On voit les plantes qui respirent, on voit même la terre qui bouge, c'est presque comme si c'était un cœur qui bat dans la terre, et ça montre un peu cette idée que même tes personnages, on peut les appeler des personnages, hein, je pense, tes académies de pissenlit, en réalité, ils cohabitent avec d'autres organismes. Bien sûr. Il y a ces scènes avec les limaces, notamment. Ça, je trouvais que c'était très chouette. En fait, tout le film, c'est une quête de sol. Oui, Ils cherchent leur chez c'est eux. vrai. Et donc, Chercher une terre. Ils cherchent une terre, ils cherchent leur chez eux. Donc, il y a toujours ce face-à-face avec le sol. C'est un champ contre champ entre la graine et le sol, sur tout le film. Et donc, le sol qui respire, merci de ce verbe, parce que c'est vrai qu'elle est... En fait, elle respire parce qu'elle pompe l'eau. Tout simplement, donc on l'arrosait, donc il y avait l'eau qui ça faisait gonfler, après ça séchait, ça enflait, donc ça faisait cet effet de respiration. Mais en fait, ça me convenait très bien parce que j'avais envie de faire un sol comme un personnage aussi. C'était tout ça le but. C'était que en fait, le sol, c'est un des prochains problèmes qui va surgir. On n'en parle pas du tout aujourd'hui, on parle plutôt de la forêt, on parle de la destruction de la forêt amazonienne, on parle de l'eau qui est polluée, on parle de l'air, mais on ne parle pas de sol. Le sol est abîmé aujourd'hui. De plus en plus. De plus en plus à cause de la monoculture. La monoculture, l'huile de palme, les pesticides. Les pesticides, voilà, l'extraction de minerais, etc. Donc le sol qui est une évidence pour nous, marcher, construire, cultiver, ce ne sera plus une évidence. Et donc ce face-à-face avec le sol, c'est un peu ce que voilà, beaucoup de scientifiques ont prédit déjà, mais que je voulais montrer, parce qu'il est important de parler de ça aujourd'hui. Donc voilà, donc le sol est un personnage. Il y a aussi quelque chose que j'apprécie dans ton film, c'est... Bon, moi je fais un peu partie des gens qui trouvent que, ben voilà, ce qui se passe maintenant au niveau de l'écologie, etc., c'était plus que prévisible. Hein, j'ai envie de dire, on a notre président qui dit qu'il aurait pu prédire ça. Bon, voilà, ça fait quand même un bail. Quand on lit des revues scientifiques, même quand j'étais petit, c'est bon, je lisais Okapi et Imagedoc, on nous disait grosso modo ce qui allait se passer. Et là, tout le monde joue un peu la surprise. Mais il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est que finalement, le point de départ de ton film, c'est la Terre en feu. On ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs, c'est ces explosions nucléaires ou autres, ou on peut le supposer. Mais un peu cette idée, je citais Ian Malcolm de Jurassic Park, mais que la vie trouve toujours son chemin, et que peu importe que l'homme ne fasse pas partie de l'équation, la vie, elle continuera d'exister. Nous, c'est pour ça que quelque chose que j'aime pas trop de notre époque, on dit écocide, écocide, écocide. En réalité, on fait partie de l'équation, et nous, on disparaîtra, mais la vie continuera d'exister sous d'autres formes. Bien sûr. Ce qui est rigolo dans la science-fiction, c'est une projection de l'avenir, qu'on essaie d'imaginer qui ça sera. Et ce qui est absolument sûr, mais sûr, et tout le monde le sait, c'est que l'humain va disparaître. On n'était pas là pendant tout ce temps sur Terre. Évident. On est là juste un fragment de seconde. Par rapport aux espèces. Exactement. Les lichens sont là beaucoup plus longtemps que nous. Les orchidées sont là de façon beaucoup plus longtemps que nous. Nous, on est là un fragment de temps, d'un temps géologique. Donc forcément, bien sûr qu'on va disparaître, parce qu'on est fait comme ça. C'est la nature, en fait. Il y a un cycle de vie. Donc, une fois qu'on dramatise plus ça, en disant, voilà, de toute façon, il y aura une fin. Ça donnera d'autres vies.
Comme la plus grande extinction, c'est quand l'oxygène est arrivé sur Terre. Bah oui, Énormément de vivants sont morts parce Mhm. qu'il y a eu un changement climatique. Il n'y avait pas d'oxygène et puis une fois que l'oxygène est arrivé, bon, alors, tout le monde est mort. Ça, c'était une plus grande destruction de vivants. Bon, ben voilà, ça change, les choses changent, évoluent. Donc voilà, à un moment, on ne sera plus là. Mais ça, c'est ce que j'adore, c'est que voilà, dans mon film, l'humain disparaît les 5 premières minutes de film. Ça allait, basta. Parce Voilà. que finalement, à l'échelle de l'histoire de la vie sur Terre, c'est ça, en réalité. C'est vrai qu'on voit des fois des représentations graphiques, c'est fascinant, parce qu'on voit vraiment, on n'est rien du tout. Alors par Bien contre, sûr. on est monocentré sur nous-mêmes. Alors, c'est détruit par les humains. Enfin, c'est des bombes atomiques. Ouais, je m'en suis un petit peu douté, parce qu'en plus, elle tombe un peu en cascade, et vraiment dans la manière de le représenter. C'est la seule présence humaine dans le film. Ouais. C'est la destruction de lui-même. Et qui est d'ailleurs l'épée de Damoclès qui plane systématiquement sur l'humanité. Je pense que c'est cette horloge atomique, là, on n'arrête pas de dire, ça aussi ça m'amuse beaucoup. Chaque fois on a l'aiguille qui se rapproche de plus en plus de minutes, puis à minuit c'est censé être la fin du monde. À un moment je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire quand la catastrophe est déjà là, en réalité. C'est la fascination de tout ça. C'est vrai. Et pour revenir peut-être à quelque chose de plus léger, qui fait aussi partie du film, là, on a parlé de l'image, on a parlé du propos, mais on n'a pas encore évoqué la partie sonore qui est essentielle parce que tu vas déployer tout un langage entre ces akènes de pissenlit. C'est-à-dire, on s'ennuie pas dans, je ne sais pas combien de temps dure le film, mais il y a une communication interespèce et intra-espèce, de l'affection, etc. Et comment vous avez réussi à développer cette forme de langage de pissenlit? Bien sûr. Alors, c'était un grand défi avec Nicolas Becker, donc le sound designer du film. En se disant, voilà, comment ils vont parler, ces pissenlits. Et forcément, on ne voulait pas poser des mots humains parce que ce n'était pas du tout le sujet. Mais voilà, on a cherché sans que ça fasse trop d'autres animaux. On a essayé avec les siffleurs d'oiseaux, mais ça faisait un peu trop oiseau. Où on a essayé avec un instrument, mais ça faisait vraiment un instrument. Donc on a cherché vraiment pendant 2 ans qu'est-ce que ça peut être ça. Et à un moment, il a trouvé quelque chose de très simple et très beau. C'est de dire, on va faire des souffles. Ok. Comme ça. Et alors on ne sait pas si c'est le souffle du vent qui les emporte, ou des frictions de leur corps justement sur le vent qui fait comme ça, ou est-ce que c'est le souffle de eux-mêmes qui soufflent comme ça, qui émettent ce son. Mais en tout cas, ce qui nous faisait vraiment attendrir, on disait que c'était le premier son qu'on faisait quand on joue un jouet, un avion, quand on est petit, on fait c'est vrai. Comme ça. C'est un peu le premier bruitage qu'on fait nous-mêmes, qu'on se raconte dans l'histoire. Et on aimait bien que ça évoque quelque chose d'enfance, de façon un peu subconsciente, que ces akènes, ils s'envolent. Et en même temps, on voulait que ces akènes transportent une émotion. Et le souffle, c'est vraiment ce que ressort du corps et qui porte de l'émotion, mais de façon extrêmement subtile. Vous pouvez souffler en étant triste, vous pouvez souffler en étant inquiet, vous pouvez souffler en étant heureux. C'est pas le même souffle. Il s'agit juste du souffle. Et j'aimais bien cette subtilité qui nous a amenés sur ces akènes, et en même temps un rapport à un corps humain, parce que le souffle vient du corps humain. Donc voilà, il y avait cette juxtaposition de l'humain sur les akènes par le souffle, par le vent, par voilà ça. Et de ça, alors ça c'était la première couche, parce qu'il y a 4 couches. Ouais. C'est rajouter bien sûr le bruitage normal, classique de leur présence, qui fait vraiment qu'ils sont là. Et en même temps, on a rajouté, alors toutes les petites voix qu'on entend, c'est les ondes Martenot. Donc c'est un instrument de musique qui ressemble un peu à un piano, mais qui a toutes ces cordes analogiques pour moduler le son. Donc souvent on a entendu par exemple un fantôme qui apparaît dans les années 90 qui fait bah, c'est ça, c'est les ondes Martenot. Et donc on a utilisé ça pour faire comme ça, qui a un son un peu étrange, un peu futuriste aussi, mais qui ne connote pas des animaux, mais voilà, qui est un peu musical aussi. Donc voilà, on a mis aussi des ondes Martenot par-dessus. Puis qu'il y a une forme de langage universel, je rebondis sur ce que tu disais sur le souffle, c'est vrai que c'est immédiatement compréhensible, même un chien, on sait quand on l'ennuie. Quand il se met à souffler, parce qu'il est fatigué, on sait tout ce que ça signifie. Bon, j'ai peut-être juste une dernière question, parce que après je vais laisser aussi les gens découvrir le film.
moi je me suis demandé, j'ai regardé à la fin au générique, est-ce qu'il y a eu des animaux qui ont été torturés, des limaces qui ont été torturées sur le tournage? Bien sûr que non. Je me suis posé la question, il y a des scènes assez folles avec le blob aussi qui sont Ouais. assez fascinantes. Bah, merci en tout cas beaucoup pour cet échange. Est-ce qu'on a déjà une date de sortie qui est prévue en France? Oui, 11 mars 2026. 2026, Ouais, on est en avance, on en reparlera très prochainement sur Mag. N'hésitez pas à vous abonner, à participer, à commenter, et on a plein d'autres interviews qui arrivent bientôt. Merci beaucoup à toi, Merci Arthur, et à bientôt sur Mag. à bientôt.